Salut à tous et bienvenue au magazine d'actualité des étudiants de Supmédia. Au sommaire de cette édition du vendredi 6 avril, la pause dans la grève de la SNCF. Léa Perruchon reviendra en détail sur le mouvement. Autre contestation maintenant, 14 sites universitaires étaient bloqués en France cette semaine et à Tours, on se rend à la faculté des tanneurs. Mais aussi un retour de match avec Vivien Piccolo lors du Tour FC Valenciennes de mardi. Puis Clément Renier vous emmènera à la découverte de la compagnie off au point haut. Et enfin, zoom sur le 100% local Place de la Victoire, Emma Marie vous présente son dossier sur le sujet. 33,9%, c'est le taux de grévistes à la SNCF mardi 3 avril. 2 jours de grève, 3 jours de travail, c'est le format innovant choisi par l'Union syndicale pour manifester son mécontentement face au projet de loi sur la SNCF. Aujourd'hui, moment de répit dans les perturbations, l'occasion pour Léa Perruchon de nous expliquer la raison de la colère des salariés. Les salariés de la SNCF se sont réunis devant le parvis de la gare de Saint-Pierre-des-Corps. Une mobilisation suite à la présentation du projet de loi sur la réforme de la SNCF, un discours qui fait suite aux directives européennes qui imposent à la France de libéraliser ses services de transport ferroviaire. Mais cette logique n'est pas partagée par les syndicats. Vendredi, à mi-parcours de la concertation, les organisations syndicales ont déclaré unitairement qu'elles ne se reconnaissaient pas dans les annonces de la ministre et qu'elles exigeaient un changement de méthode. La CGT, l'UNSA Sud et la CFDT ont décidé de mener une grève unitaire avec des réactions plus ou moins semblables face au projet de loi. C'est la casse du service public tel qu'on l'a connu, qui fonctionne malgré tout ce qu'on entend dire, qui n'est pas si mauvais que ça. D'ailleurs on le voit bien, quand les cheminots s'arrêtent, plus rien ne marche. Techniquement, 18 préavis de 2 jours ont été déposés pour minimiser les journées non payées. Le but pour nous, c'est pas de faire de la grève jusqu'à la fin des temps, c'est pas notre façon de travailler, c'est de mettre la pression dès le départ pour qu'il y ait au moins des négociations. Et des négociations, notamment vis-à-vis de l'ouverture à la concurrence, point clé de la réforme. Dès lors, la SNCF perdrait son monopole et d'autres opérateurs pourraient proposer leurs services de transport ferroviaire, logique contestée par Florence Dumont, responsable régionale de la CGT Cheminots. De mettre le rail sur des logiques concurrentielles, ça amène à ce que les critères de gestion sont des critères de gestion de rentabilité. C'est le principe même de la concurrence. Un autre point est celui de la transformation de la structure en une société anonyme, avec donc la possibilité d'avoir des actionnaires privés. Une mesure qui, selon les syndicats, contribuerait à la privatisation de la SNCF. Ça doit rester un service public et c'est le véritable enjeu de la bataille qu'on mène aujourd'hui, au-delà de la problématique du statut qui n'est pas le sujet, parce que de toute façon, le statut, ils sont en train de le vider de tout son sens depuis des années. Une bataille qui commence et qui s'organise pour les semaines à venir, puisque la première réunion de concertation d'hier, jeudi, entre le gouvernement et l'intersyndicale de la SNCF s'est soldée par un échec. À noter que les prochains jours de grève des cheminots sont prévus dimanche 8 et lundi 9 avril. Des étudiants en mouvement de contestation cette semaine également. Ce mardi, ils étaient 223 sur environ 300 en faveur du blocage de la faculté des tanneurs pendant 3 jours. La raison, la loi Vidal adoptée en février dernier. Margot Gac est allée voir comment cela s'organisait sur place. Berceau des contestations étudiantes, la faculté des tanneurs est bloquée depuis mardi. Les étudiants sont mobilisés contre la loi Vidal et ses nouvelles règles pour l'entrée en université. C'est désormais sur la plateforme Parcoursup que l'orientation des lycéens se joue, orientation qui, selon certains étudiants, porte uniquement sur la sélection. Alex, étudiant en sociologie, est mobilisé contre la loi. Et c'est toujours le même objectif, en fait, c'est de préparer la privatisation petit à petit de l'enseignement supérieur, d'augmenter les frais d'inscription. Absence non comptabilisée, bibliothèque universitaire inaccessible et administration fermée, la faculté reste ouverte pour les événements culturels mais aussi pour les actions de contestation, comme l'explique Agnès, étudiante en histoire. On occupe pour avoir les amphis, pour pouvoir donner des cours alternatifs aussi, ou alors pour faire des repas solidaires aussi. On avait déjà fait ça il y a 2 semaines. On essaye de mettre en place plusieurs types d'actions. Et on est obligé d'occuper, de dormir ici la nuit. Mais cela n'est pas du goût de tous. Sur les réseaux sociaux, les étudiants sont nombreux à ne pas accepter les raisons du blocage. Une pétition a même circulé, réunissant 234 signatures.
Je comprends, c'est dans notre bon droit. On comprend aussi la colère des étudiants quand effectivement des cours sont suspendus la veille ou quasiment des examens. Mais en même temps, on pense qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe avec la politique du gouvernement, on n'a pas d'autre choix que de bloquer nos facs pour se faire entendre. Seule faculté à bloquer à Tours, les cours d'art et sciences humaines ainsi que ceux de lettres et langues ont été délocalisés à Fromont et Grandmont. Il faut savoir que les tanneurs, c'est un vieux bâtiment, ça a été construit après mai 68. Et c'est plus facile à bloquer que les deux Lyon, qui ont été construits de manière à ce qu'on ne puisse pas le bloquer en fait. Pareil, Grandmont, c'est plein de petits bâtiments. Du coup, c'est plus difficile à bloquer que les tanneurs, quoi. Une nouvelle assemblée générale est prévue ce vendredi 6 avril à 14h. Les étudiants seront donc informés avant leur week-end de la suite ou non du blocage, mais aussi des actions à venir. Et avec 10 points de retard sur le 18e, synonyme de barragiste, le Tours FC n'avait pas le droit à l'erreur face à l'équipe de Valenciennes. Le match de la 29e journée de Ligue 2, d'abord reporté, a eu lieu ce mardi. Vivien Picoulot s'est imprégné de l'ambiance tourangelle. Ce mardi 3 avril à 19h30, le Tours FC accueillait Valenciennes pour un match reporté de la 29e journée. Galvanisés après la victoire encourageante du week-end dernier contre Lorient 3-1, les hommes de Jorge Costa avaient à cœur de l'emporter pour pérenniser l'espoir de se maintenir en Ligue 2. C'est bon, il reste un espoir. Gagner ce soir, battre déjà Valenciennes et puis espérer un bon résultat à Bourg-Péronnas vendredi. C'est tout ce qu'on demande, une victoire, au moins une victoire. Si on gagne, moi je dis qu'on peut se sauver. Ouais. T'as rien à faire, on y va. Hein. L'enjeu là ce soir pour Tours, c'est essayer de revenir un peu sur la zone de maintien. Ils ont 10 points de retard là. Ils ont gagné à Lorient 3-1 la semaine dernière. Donc on espère que ça va le faire. Mathématiquement c'est encore possible. Donc on vient soutenir un peu l'équipe tourangelle. Malgré un début de match compliqué avec un but dès la 4e minute de l'attaquant nordiste Sloan Priva, les supporters tourangeaux poussent leur équipe et donnent de la voix. L'équipe de Tours réplique alors à la 13e minute par l'intermédiaire de leur attaquant Cheikh Fantamendi Diarra, puis sur un coup franc judicieusement joué par l'espoir argentin prêté par Bordeaux, Daniel Mancini. Mais à la 72e minute, c'est la douche froide pour le stade de la Vallée du Cher. But pour Valenciennes, Steve Aubry fait le break en profitant de contres favorables pour placer le ballon entre les jambes du gardien. S'ensuit alors un grand moment de flottement, l'équipe valenciennoise se contente de gérer et fait tourner le ballon. L'espoir revient à la 87e minute par Deveau qui vient couper à bout portant un corner de Mancini. L'ambiance et le match s'emballent. Et malgré une très belle occasion dans le temps additionnel, c'est trop tard. Valenciennes met donc fin à une série de 4 défaites consécutives. Pour l'équipe de Tours, la descente en nationale se rapproche de plus en plus. C'est à jouer qu'à la 65e minute. Ouais, j'ai l'impression qu'ils avaient la pression. On leur avait demandé de gagner certainement et on sentait qu'ils avaient peur. Il leur reste encore quelques matchs, donc des prétendants au maintien. Le destin, malheureusement, n'est plus entre nos mains. Enfin, on a été dans une spirale de défaites, donc c'est très compliqué de s'en sortir. Mais bon, l'espoir fait vivre. Hein. L'espoir passe alors par une victoire obligatoire ce vendredi contre Bourg-Péronnas, concurrent direct dans la course au maintien. 30 ans que la compagnie Off organise des spectacles de rue en France et dans le monde. Et depuis 3 ans, il cohabite avec le Polo, pôle des arts urbains au Point Haut, situé à Saint-Pierre-des-Corps. Clément Renier et Vivien Picoulot sont allés à la découverte de ce lieu unique dans l'agglomération tourangelle. C'est au bord des rails et dans un entrepôt immense qu'on a retrouvé la compagnie Off. La troupe de théâtre urbaine a fêté ses 30 ans en novembre dernier au Point Haut, son lieu d'expression depuis 3 ans. Un hangar qu'il partage avec le Polo, pôle des arts et de l'urbanisme dirigé par Maud Le Floch. Il y a un peu plus de 20 ans, avec Philippe Frélon, ils ont eu l'idée de s'y installer. Petit à petit, les politiques ont été convaincus, les financements ont été trouvés. Et puis voilà, c'est la 3e année du développement. Dans cet entrepôt, l'espace ne manque pas et profite largement à la compagnie de théâtre de rue. Comme la compagnie Off matérialise des spectacles vivants dans l'espace public, le volume, le matériel et les accessoires sont nécessaires à notre développement. C'est pourquoi on utilise en grande partie ce local dans tout son volume, dans toute sa surface.
Une surface de 3000 m² et une hauteur de 22 mètres qui permettent à Philippe et sa troupe de stocker 30 ans de souvenirs. Cette horloge qui est exactement la réplique de l'horloge de la gare de Tours. Jean Germain, qui était en place en 98, nous a confié l'événement du centenaire de la gare de Tours. Donc on a construit une horloge avec des aiguilles qui avaient un mécanisme qui permettait en 24 heures, on retournait 100 ans. Pour alimenter ces décors théâtrales, la compagnie procède à la récupération et parfois, elle profite également de dons. Ça nous arrive que devant notre porte, nous attendent des armes en polystyrène ou des violoncelles en contreplaqué. C'est trop drôle de voir cette complicité entre une forme reconnue avec un cadre officiel qui est le Grand Théâtre et nous, théâtre de rue, tu vois, donc c'est un peu les extrêmes. Au Point Haut, le Polo accompagne et accueille les artistes urbains pour des résidences plus ou moins longues. La compagnie Off, quant à elle, met en scène et encadre les événements qu'on lui propose. C'est le cas ce week-end avec La Bohème Urbaine, spectacle pluriartistique qui a naturellement choisi ce cadre très urbain, justement. Alors on cherchait un lieu au début, on s'était rencontrés entre amis pour faire cet événement. On avait pensé d'abord à MAM parce qu'on cherchait un lieu assez grand, qui faisait un peu friche, quelque chose un peu d'industriel aussi. Et on a eu l'idée du Point Haut et on était comme des enfants dans cette halle, quoi. Philippe Frélon, directeur artistique, nous a fait le tour et on a été émerveillés des possibilités aussi qui étaient faisables ici. Donc on a été très bien accueillis. Très bétonné, mais ici c'est bétonné, c'est un peu bohème aussi, donc ça marche bien. Depuis quelques années, des initiatives sont lancées pour lutter contre le réchauffement climatique, le gaspillage alimentaire ou encore la surproduction de déchets. Et à Tours, c'est sur la place de la Victoire que les commerçants ont pris les devants. Consommer local, bio et en limitant les déchets, voici les mots d'ordre pour l'épicerie Sur la Branche et le restaurant café Le Court-Circuit. Leur souhait, créer un quartier locavore à Tours. Emma Marie vous explique le concept. C'est au cœur de la place de la Victoire que l'on retrouve la boutique Sur la Branche, une épicerie zéro déchet dédiée aux produits locaux et bio. Un principe novateur, une ambiance chaleureuse et une patronne souriante, voilà ce qui explique le succès de l'épicerie ouverte depuis novembre dernier. Mais les débuts n'ont pas été si simples pour la jeune trentenaire qui a dû se battre pour vendre son projet auprès des banques. Le concept que je leur vendais, c'était le quartier locavore de Tours, avec le court-circuit. Ici, on vend de tout. Pain, légumes de saison, condiments et cosmétiques. Les mots d'ordre sont local, bio et zéro déchet. Mais pas toujours facile de réunir toutes ces conditions. Alors parfois, il faut savoir faire des concessions. C'est extrêmement compliqué d'avoir à la fois du local, du zéro déchet et du bio. Parce que souvent les producteurs, ils sont soit l'un mais pas l'autre, soit l'autre mais pas l'un. Enfin, on se tire un peu les cheveux et sur certains produits, il faut faire des concessions. Mais quand on l'explique aux clients, en général, ils sont très réceptifs et compréhensifs. Pour Aurélie, une habituée du quartier, pas question de faire ses courses dans une grande surface. Faire fonctionner les petits producteurs et les artisans, c'est très important pour elle. Elle trouve alors son bonheur place de la Victoire. Ils sont hyper chaleureux, ils ont de bonnes idées. Pareil, il faut marcher beaucoup local et ça, c'est ce qui colle, on va dire, à notre vision des choses dans notre couple et dans notre façon de consommer. Donc, pour nous, c'était une évidence. Voilà. Travailler avec des producteurs locaux, oui, mais pas que. Quentin, membre du café-restaurant 100% local Le Court-Circuit, veut recréer du lien entre les différents acteurs locaux. À quelques pas de l'épicerie Sur la Branche, le restaurant veut mettre en avant la vie locale à travers différents événements. On va promouvoir la vie locale, donc à partir des produits qu'on vend, des produits qu'on cuisine. Et on va aussi organiser des événements. Donc on va promouvoir la vie locale à la fois culturelle, donc par l'organisation de concerts, où on va favoriser aussi des débats, des conférences sur des thèmes vraiment très différents, autour de thèmes à caractère social, environnemental, citoyen, etc. Pour Anne Guénolé, les enjeux sont les mêmes. Faire vivre le quartier en respectant l'écologie. Tout le monde peut faire un petit geste et pour elle, le plus simple, consommer local. En venant ici, c'est aussi un soutien à l'économie locale
parce que moi je travaille avec des producteurs locaux. Mais en plus de ça, l'objectif c'est de faire vivre le quartier. Et ce qui me plaît aussi, c'est de participer à la vie de quartier en rendant des services aux habitants et en mettant en valeur des initiatives locales. Ça, c'est sympa et les grandes enseignes n'ont pas toujours les moyens de faire ça. Et les Tourangeaux ont répondu présent face à ces deux initiatives, de quoi rendre les deux commerçants optimistes pour la suite. Enfin, la France, c'est quand même un pays de terroir, un pays où il y a vraiment des produits exceptionnels. Et si on n'a plus ces produits exceptionnels, bah, ça perd son sens. Et je pense que les gens, petit à petit, s'en rendent compte. Et on est sur la bonne voie. À Tours, de plus en plus de commerçants surfent sur la vague de la production locale et du court-circuit, une mode qui sourit à l'avenir.